Bienvenue à tous. C'était le lapin sorti du chapeau il y a quelques mois au début de cette crise. 6 mois après et quelques jours avant les débats au Parlement sur la loi de finances 2021, où est passée la marque Maroc? Tourisme, artisanat, TPE-PME, auto-entrepreneurs, secteur informel. Si la préférence nationale est appelée à être renforcée, rate-t-on le coche de la mise en valeur de nos compétences et de la promotion Maroc? En quoi la marque Maroc peut-elle être vecteur de développement? Qu'attendre du plan de relance? C'est le premier sujet des Décodeurs Atlantiques de ce mercredi 7 octobre. En deuxième partie d'émission, nous parlerons digitalisation des administrations. Le Covid-19 a-t-il vraiment été un accélérateur? C'était en tout cas la promesse annoncée au début de cette crise. Premier bilan tout à l'heure à partir de 9h40. Vos réactions, questions, comme d'habitude sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Et vos décodeurs ce mercredi, Raja Ben Saoud, bonjour. Bonjour Landry, bonjour Adil Lamnini. Vous êtes enseignante et consultante en communication stratégique, cofondatrice du Digital Act. Adil Lamnini également avec nous, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Bonjour. Bonjour Landry, bonjour Raja et bonjour à tous nos auditeurs. Où est passée la marque Maroc? C'est donc le sujet que nous allons aborder. Mais juste avant, je voudrais vous faire réagir sur cette douche froide vécue hier en fin d'après-midi. Bruxelles qui décide de maintenir Casablanca Finance City dans la liste grise des paradis fiscaux. Raja Ben Saoud, c'était une surprise pour vous? Oui, une grande surprise. Je dirais même que c'est une liste qui devient pratiquement une farce. Je vais juste dire un petit mot sur la méthode qui est suivie pour élaborer cette liste, ou la liste noire d'ailleurs, des paradis fiscaux. Il y a deux organes qui sont derrière cette liste, c'est le G20 et l'OCDE. Le G20, bon, on sait que c'est pas une institution juridique, c'est un club. L'OCDE, c'est un peu le bras financier et normatif du G20. Donc l'OCDE propose un certain nombre de normes qui sont ensuite adoptées par l'Union européenne. Et donc cette liste, elle est d'abord le fruit d'un compromis diplomatique entre les puissances du G20, qui souvent vont aller protéger leur dépendance et les régions qui relèvent du G20, de ces pays du G20, et qui souvent sont des paradis fiscaux. Par exemple, je vais donner une preuve, cette liste ne comprend pas le Luxembourg, qui est un grand pays du dumping fiscal. Elle ne comprend pas non plus l'île de Jersey, qui abrite, on le sait, des dizaines de filiales de grandes banques européennes. Et les îles Caïmans, ils sont sortis. Oui, mais bon, il faut bien donner, voilà, on ne va pas aller à 100% on va pas donner des facilités à la critique, voilà, pour la remise en cause. L'Irlande, une enquête ne figure pas non plus dans la liste. Une enquête de la Commission européenne elle-même avait montré que l'Irlande appliquait des taux d'imposition ridicules. Par exemple, 0,005% appliqué à Apple, c'est-à-dire rien du tout. Les Pays-Bas, bon, on ne va pas dire que c'est un paradis fiscal, mais c'est un pays qui est connu pour les montages fiscaux et juridiques les plus fantaisistes. Bref, il y a donc un intérêt, à mon avis, inavoué à maintenir des zones paradisiaques au sein de l'espace européen. Et cette liste est presque une farce, comme j'ai dit. C'est injuste et elle n'est pas crédible. Il y a des favoris, des disgraciés, et donc c'est injuste. D'autant plus que le Maroc a fait des efforts énormes et a fait preuve d'une volonté politique dans cette affaire, à travers notamment tout ce qui on va en parler justement avec Adil Lamnini, parce que c'est vrai que le Maroc, vous l'avez dit, Raja Ben Saoud a montré pratiquement patte blanche des efforts déjà dans le budget 2020 l'an passé, avec la fin d'avantages fiscaux, et puis tout récemment Adil Lamnini avec donc un projet de loi décret qui a été adopté il y a une dizaine de jours, qui réorganise Casablanca Finance City, qui lui donne un rôle plus précis, plus clair, et on pensait du côté des autorités que ça allait passer. Malheureusement, ça n'est pas encore le cas. Ben justement, je rejoins un peu ce qu'a dit Raja par rapport à cette Europe qui tient justement un double discours, avec des paradis fiscaux avérés comme ceux de l'Irlande. On oublie très souvent qu'un pays limitrophe au Maroc, qui est voisin du Maroc, qui est le Portugal, qui propose aussi des avantages fiscaux qui sont incomparables aux nôtres. Et il ne faut pas oublier de le citer. Il y a Chypre aussi, il y a Malte.
il est très important de situer aussi cette situation dans un contexte, je vais dire, géopolitique. L'Europe restera l'Europe et le Maroc restera un pays africain et cette proximité dérange, on le sait. Aujourd'hui, certainement avec le Brexit et ce Royaume-Uni qui se retire aussi de cet espace européen, ont constitué certainement un frein à cette intégration marocaine dans cette liste, de retirer le Maroc de cette liste grise. Ouais, le projet de loi décret, en tout cas, qui n'est toujours pas adopté au niveau du Parlement, c'est peut-être ça aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquait ce matin le fiscaliste Mehdi Fakir, qui était mon invité à 7h45, qui explique peut-être que Bruxelles reste, entre guillemets, méfiante et veut voir vraiment les preuves de l'adoption concrète de ce projet de décret dans les prochains mois. Mais j'ai écouté notre ami Fakir ce matin et je suis d'accord aussi avec son analyse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un certain moment, il faut être aussi réaliste. Aujourd'hui, si on positionne une CFC comme étant une place internationale ou leader africaine, il faut aussi être très prudent par rapport à ça. Il ne faut pas oublier que même au niveau de notre bourse casablancaise, la bourse marocaine aujourd'hui, il y a eu la perte du statut de emerging market. Il ne faut pas l'oublier. Donc on n'est plus aussi attractif qu'on le croit. Il faut savoir aussi que nous avons un pays qui n'a pas un écosystème fintech très évolué. On n'a pas ces fameux scale-up qui peuvent attirer des fonds d'investissement et qui vont demain constituer réellement des opportunités d'investissement. Les gens, même s'ils ramènent leur argent au Maroc, les débouchés d'investissement local ne sont pas certainement des débouchés qui permettent de donner une visibilité financière à court terme. Et c'est ce que recherchent justement ces financiers qui papillonnent la planète pour pouvoir trouver des avantages fiscaux et des failles juridiques et pour pouvoir gagner plus d'argent. Bon, peut-être que là, il y a un travail de marque Maroc à faire. On pourra éventuellement en parler. En tout cas, justement, ça nous fait la transition par rapport à ce sujet de la marque Maroc, Adil Lamnini. Où est-elle passée, cette marque Maroc? On en parlait il y a encore 6 mois. Et pour l'instant, pas de preuve concrète de cet amour pour la marque Maroc, à part un relifting au niveau du tourisme. Moi j'aime bien l'introduction que vous avez initiée, c'est-à-dire un lapin sorti du chapeau. Ça tombe bien parce qu'avec l'ouverture de la saison de la chasse, on a un lièvre qui est en train de s'échapper devant nous. Vous allez m'excuser pour la transition, mais il fallait que je la fasse. Oui. Mais là, ce qu'il faut retenir, c'est que encore une fois, et c'est le discours que nous martelons depuis 7 ans aujourd'hui, c'est on essaie de surfer sur des vagues. On essaie d'adopter des discours populistes, mais sans action de fond. Aujourd'hui encore, en regardant la présentation du nouveau plan industriel présenté avant-hier, et où on donne une vision 2021-2023, on reprend les mêmes arguments qu'on resserre. On veut encore une fois positionner le Maroc sur des marchés européens. On va encore une fois créer des banques de projets, mais il n'y a pas réellement d'action. Et encore une fois, on est dans des discours qui sont politisés. La marque Maroc doit absolument se détacher de cet aspect politique, de ses intérêts qui sont conflictuels, à mon avis. Et il faut absolument prendre en charge ce dossier qui est un dossier important et stratégique pour notre pays au niveau d'instances indépendantes, avec des structures indépendantes, et aller réellement dans la construction d'un tissu de TPE, PME. Aujourd'hui, les seules pistes qui sont mises sur la table, ce sont des pistes de renforcement de métiers mondiaux du Maroc, de renforcement d'exportation vers des pays européens, mais on oublie que les sociétés qui peuvent avoir accès à ces marchés sont extrêmement limitées au Maroc. Notre tissu économique, et on le répète et on le martèle depuis des années, est constitué de 95% de TPE-PME. Je ne dénigre pas le travail de la CGEM, mais aujourd'hui, quand on est dans le club des 500, et on ne peut pas aujourd'hui venir et orienter une économie marocaine qui, elle, est constituée de très petits et de moyens. Alors, on va voir ce qu'on peut faire avec vous, Adil Lamnini. Raja Ben Saoud, je voulais vous faire réagir à l'édito de Nia Salah ce matin dans les colonnes de l'Économiste. Elle nous parle notamment de la demande adressée au Maroc, c'est-à-dire en gros les ventes du Maroc vers l'étranger, qui est singulièrement désespérante, écrit-elle. Cette demande a durement chuté dès 2018 et est devenue négative à partir de 2019. Le diagnostic n'est pas compliqué, poursuit-elle. Compétitivité défaillante et manque de marketing. Tout y est.
Oui, écoutez, on ne peut que partager ce constat malheureusement. Comme vient de le dire Adil, aujourd'hui nous n'avons pas une stratégie claire en matière de ce qu'on appelle le nation branding. Il y a beaucoup de pays qui ont pris cette chose au sérieux. Ils ont constitué des commissions, disons, transversales, neutres, avec des gens indépendants et qui sont dotés une commission qui est dotée des moyens qu'il faut parce que c'est un dossier stratégique. N'oublions pas que la marque Maroc, c'est un levier essentiel pour attirer les touristes, pour attirer les talents, les compétences dont on a besoin, les investissements, mais aussi pour stimuler les exportations parce que la marque pays peut servir de support aux marques à l'export. Quand on achète une voiture allemande, il y a le Made in Germany qui est sous-jacent et parce qu'il y a un imaginaire de la marque allemande qui est là, qui donne une plus-value à la marque des entreprises du pays. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui doit être pensé dans l'urgence et dans la précipitation, comme on est en train de faire maintenant. Vous avez parlé du lapin qu'on sort du chapeau, c'est exactement ça. Sinon, on va être dans le tâtonnement, dans le bricolage, le tâtonnement, et c'est le cas. Quand on parle de marque pays, on parle de quelque chose d'assez complexe, de composite. Mais donc poser les bases dès maintenant, comme dit Adil Lamini, avec une entité peut-être externe au gouvernement. Oui, absolument. Externe ou pilotée d'une manière transversale. Oui. On sait faire, pourquoi ? Parce qu'il y a des dimensions multiples dans la marque Maroc. Il y a la compétitivité des entreprises, donc il faut absolument que les entreprises soient présentes. Il y a tout ce qui est attractivité du pays, il y a l'histoire, la culture, les infrastructures, les savoir-faire. Donc ça fait quelque chose d'assez complexe. Et la construction d'une stratégie de marque pays, c'est une démarche qui doit associer des acteurs divers et variés, du public, du privé, des collectivités territoriales, parce qu'il y a aussi la marque territoriale, il y a aussi les ONG, les citoyens, les partis politiques. Et ça permet, si on suit une démarche pareille, de conférer une espèce d'assise et de légitimité à cette marque et créer un récit peut-être sur lequel tout le monde est d'accord. Vous allez aux États-Unis, vous demandez à n'importe quel Américain, qu'il soit cireur de chaussures ou patron d'une boîte au Nasdaq, vous lui dites c'est quoi les États-Unis, il va vous dire c'est un pays où tout le monde peut devenir riche, par exemple. Bon, il y a un récit commun. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quel citoyen pour vous c'est quoi le Maroc, vous allez avoir 36 000 récits, excusez-moi. Bon, il y a du pain sur la planche, donc on a une réaction sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques, sur le fil Twitter avec le hashtag LDA. C'est Hervé qui nous pose cette question. Pourquoi un consommateur étranger croirait dans la marque Maroc quand le consommateur marocain n'y croit pas? Adil Lamini. C'est justement une très très bonne question. Aujourd'hui, moi je voudrais démarrer mon approche vraiment avec la base. Landry, je vais vous expliquer aujourd'hui à tous vos auditeurs que je vais dire une très très grande partie du public marocain ou des consommateurs marocains ne connaissent pas qu'il existe un code barre Made in Morocco, c'est-à-dire un code barre dont les chiffres démarrent par 611. Vous allez me dire comment c'est possible, nous sommes en 2020, je vous confirme sur vos ondes qu'aujourd'hui, au niveau du texte législatif, on n'impose pas aux entreprises qui produisent des produits au Maroc d'imposer un code barre reconnaissable avec la nomenclature du pays qui est reconnue à l'international, qui est celle du 611. Vous allez retrouver des produits marocains à 100% avec des codes barres américains, français et autres. Et ça, c'est malheureux. Je parle vraiment du B.A.B.A. Oui, bien sûr. C'est important, c'est concret. Exactement, c'est très concret, c'est des éléments, on parle vraiment. Aujourd'hui, la perception du Marocain par rapport aux produits au Maroc, c'est un produit bas de gamme, un produit qui vient en seconde position par rapport à un produit qu'on a déjà exporté à l'étranger, ce qui est très généralement faux. Et là, ça prouve qu'il y a une grande partie du travail qui doit se faire au niveau de la communication. Pourquoi ? Parce que chacun est en train de raconter son histoire, ce fameux storytelling, par rapport à notre pays, par rapport à notre marque. Et chaque ministère a son logo, chaque ministère a son slogan, chaque politicien ou chaque courant politique va positionner le Maroc de la manière qui lui paraît la plus populiste possible. Aujourd'hui, le problème qui existe, c'est l'absence d'un nation branding, d'un organisme indépendant
qui va piloter sous la tutelle ou sous la commande de l'État une stratégie qui ne va pas être une stratégie comme on vient de nous l'annoncer en début de semaine, comme par hasard, qui se chevauche avec des dates électorales qui démarrent en octobre 2021. On n'est pas en train de surfer sur des vagues encore électorales. Il s'agit de l'image de notre pays. Il faut qu'on puisse construire ça de façon claire. Le troisième point concerne la qualité. Aujourd'hui, en tant que président de l'association professionnelle des marques marocaines, je ne pourrai en aucun cas garantir un produit qui n'est pas aux normes internationales. On ne peut pas jouer avec la qualité. On ne peut plus jouer avec le design. On ne peut plus jouer avec le packaging. On ne peut plus jouer avec les codes de la communication. On ne peut plus exister si on n'est pas orienté vers le digital, si on n'est pas orienté vers la simplification. On ne peut pas aujourd'hui mettre en avant notre drapeau marocain si on n'a pas au sein même de nos TPE-PME, de nos entreprises marocaines, un élan patriotique. Et je ne suis pas dans un discours populiste. Le patriotisme, c'est aujourd'hui aussi, c'est la confiance dans un pays et dans ses institutions. Quand on a confiance dans un pays, dans ses institutions, on investit dans cette économie. On passe par une crise inédite. Et aujourd'hui, il y a des gens qui résistent et qui défendent le drapeau marocain et qui font la promotion du produit marocain et qui ne cessent d'investir contre vents et marées dans leurs gens, dans les ressources humaines, mais aussi dans l'amélioration des process et de la qualité de leurs produits et de leurs services. Quatrièmement, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, au moment, et je pense que ça sera le sujet dont on parlera avec Raja tout à l'heure, aujourd'hui, la Covid nous a permis de faire une pseudo-transition digitale. Continuons sur cette transition. Pourquoi ne pas simplifier l'information, l'accès aux procédures relatives à la certification Made in Morocco? Pourquoi ne pas aujourd'hui, au lieu qu'un ministère de tutelle, fusille une ONSA qui fait de son mieux, pourquoi ne pas renforcer des organismes comme l'ONSA? Pourquoi ne pas créer des partenariats publics-privés avec des cabinets qui vont, eux, aller dans des certifications ISO, aller dans des certifications alimentaires, aller et emboîter le pas par rapport à ce qui a été fait par Imanor, par exemple? Pourquoi ne pas, aujourd'hui, être force de proposition, travailler sur des petits chantiers, gagner sur des petites phases, des petites étapes et préparer, justement, cette stratégie de conquête et de développement à l'international dont tout le monde est en train de parler. Alors beaucoup de points abordés. Raja Ben Saoud, peut-être réaction, et c'est vrai que cette crise du Covid-19 finalement et ce plan de relance qui arrive, même si on tarde à avoir des précisions, peut être sans doute une occasion de lancer une véritable stratégie. Oui, tout à fait. Je voudrais juste rebondir sur un point essentiel soulevé par Adil, c'est un peu la perception des produits Made in Morocco par nous-mêmes et par nos concitoyens. Le label Made in Morocco, on le sait, a beaucoup de mal à s'installer sur le marché domestique. Bon, il faut dire que notre marché est assez réduit, mais bon, c'est important pour les PME quand même que les Marocains achètent des produits localement. Et je pense, et ça c'est quelque chose qui est assez connu, il y a un complexe qui a été développé par les consommateurs marocains vis-à-vis des produits locaux. Cette désaffection, en quelque sorte, empêche toujours le Made in Morocco de s'imposer sur le marché national. D'ailleurs, il y avait une étude qui a été faite par la CGM il n'y a pas longtemps sur justement cette perception. Et il ressort de cette étude, pour faire court, que les produits Made in Morocco sont largement perçus comme moyens par les consommateurs marocains au niveau de la qualité. 66% des sondés ont dit qu'il y a un problème de qualité, oui. 58% ont dit qu'il y avait un problème de prix, et 57% ont dit qu'il y avait un problème de sécurité. Donc aujourd'hui, la feuille de route elle est claire, donc les entreprises marocaines, même si c'est une perception, mais bon, la perception elle doit être prise au sérieux, doivent investir dans la qualité, dans la compétitivité pour avoir des prix abordables et acceptables par le consommateur, et dans la sécurité des produits. Voilà.
La suite des Décodeurs Atlantiques, toujours avec Raja Ben Saoud, enseignante et consultante en communication stratégique, cofondatrice du Digital Act. Adil Lamini, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Et on se pose cette question ce matin, où est passée la marque Maroc? Adil Lamini, c'est vrai que il y a ce plan de relance dont on connaît peu de détails pour l'instant, mais on sait que 75 milliards de dirhams iront aux entreprises, on l'espère en majorité aux PME et aux TPE. Est-ce qu'il n'y a pas là peut-être un moyen de faire une recette gagnante sur le moyen long terme de la marque Maroc? Landry, je pense que les formules magiques n'existent pas, mais je pense très fermement qu'aujourd'hui, la communication sur la marque Maroc doit se faire déjà sur le marché local. Aujourd'hui, les Marocains ne connaissent pas leur marque. Et ça, c'est très important. Les Marocains consomment marocain, mais ils ne connaissent pas leur marque. Et ce vide, il a été créé parce que, justement, nos PME, TPE n'allouent pas de budget communication au sein de leur structure par rapport à la promotion de leur marque. Ils n'investissent pas dans leur packaging. Ils ne sont pas dans les médias ou dans les grandes surfaces comme font les marques étrangères, les marques portées par des multinationales installées au Maroc. D'ailleurs, on a une anecdote assez triste qui est sur le fil Twitter. Quelqu'un qui nous dit qu'un jour, je cherchais un réfrigérateur, un produit assemblé au Maroc m'a été déconseillé par le vendeur moins cher parce que assemblé au Maroc, sous-entendu forcément de mauvaise qualité. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Quand vous avez les salariés de l'entreprise Ça, c'est justement c'est de ça que je parlais tout à l'heure, Landry. Il faut à un certain moment qu'il y ait quand même un peu de patriotisme. Il ne s'agit pas de vous ou de moi, il s'agit non, mais là, excusez-moi, on parle pas de patriotisme, on parle de culture d'entreprise. Si vous avez un employé qui détruit sa propre entreprise, mais où est-ce qu'on va? Mais justement, c'est de ça dont je parlais. Aujourd'hui, si on n'est pas conscient du fait que notre destin dans ce pays est lié et que notre destin ne peut être accompagné que par un tissu économique de petites et moyennes entreprises, ce ne seront jamais les multinationales qui vont faire notre pays. Ce ne seront jamais ces grandes entreprises d'aéronautique ou d'automobile qui vont faire notre économie. Et on a la mémoire courte, elles ont déjà été dans d'autres pays, elles ont migré vers notre pays parce qu'il y a des avantages, parce qu'on investit avec eux, parce qu'on les accompagne dans le développement de leurs projets. Aujourd'hui, il faut absolument communiquer de façon claire sur l'économie nationale. Comme ce que font par exemple des pays européens. Il n'y a aucun produit produit par une société multinationale où on n'a pas des taux d'intégration. Aujourd'hui, les textes de loi le permettent. Pourquoi est-ce qu'on n'active pas justement ces textes de loi qui sont en train de dormir depuis plus d'une cinquantaine d'années? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de taux d'intégration? Aujourd'hui, vous venez signer une convention avec l'État. Pourquoi est-ce que vous n'activez pas des taux d'intégration? Pourquoi est-ce que quand vous êtes un opérateur automobile, vous ne signez pas aujourd'hui pour créer 100 PME, TPE autour de votre écosystème? Oui, d'ailleurs, on le voit dans le secteur automobile. Oui, mais on le voit mais Landry, le ticket d'entrée dans le secteur automobile se situe à des millions d'euros. Où sont ces millions d'euros? Où sont ces TPE qui ont les moyens de pouvoir suivre le pas, d'être normalisés, de pouvoir suivre les cahiers de charges de ces mastodontes? Il faut arrêter de raconter des histoires aux gens. Aujourd'hui, ce qu'il faut réellement, c'est d'aller vers des économies locales. Sana l'a dit tout à l'heure, Raja l'a dit tout à l'heure, il est très important de constituer. Le Maroc est constitué de 12 régions. Et aujourd'hui, on a tous écouté de façon très claire au début de la Covid qu'aucune région au Maroc n'était capable de pouvoir recenser de façon très claire quels étaient les produits made in Morocco qu'elle produisait au sein de son territoire. Moi, je pense personnellement que c'est extrêmement grave. Le ministre aujourd'hui de l'Industrie s'est exprimé il n'y a même pas 2 mois en disant qu'il n'était même pas au courant qu'on importait des bancs d'école de Chine et qu'on pouvait pas alors qu'on peut parfaitement les produire au Maroc. Et c'est à ce moment-là, en 2021, qu'on diligente une étude pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas et pour valoriser ces soi-disant 118 milliards d'importation marocaine. Avec une mise en avant d'une politique d'import-substitution qui serait mise en place. Oui, mais c'est encore une fois de l'effet d'annonce. Moi, ce que je dis aujourd'hui, on est sur 12 régions au Maroc. On est à quelques mois d'une élection, d'une date électorale. Pourquoi est-ce que aujourd'hui l'exécutif n'imposerait pas justement au niveau de l'ouverture du Parlement qui est prévu ce mois-ci? Pourquoi est-ce qu'il ne préciserait pas que tous les partis politiques doivent justement intégrer
intégrer un plan de développement de la marque Maroc, Made in Morocco, ou de la production marocaine au sein de leur programme politique. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas un chapitre important sur lesquels ils seraient évalués? Pourquoi est-ce qu'on va parler uniquement, encore une fois, de tout ce qui est populiste? Oui, la santé, oui, l'éducation, ouais. oui. Mais aujourd'hui, l'heure est grave. Landry, je siège au Conseil de veille économique casablancais, et ouais. je peux vous dire aujourd'hui qu'on a un taux de défaillance d'entreprise qui frôle les 35%. Il est attendu à plus de 50% d'ici la fin de l'année. Pour expliquer à vos auditeurs, les TPE-PME font faillite avec une vitesse astronomique, et d'ici la fin de l'année, on aura des résultats qui seraient catastrophiques. Je l'espère pas. Je l'espère pas pour nos emplois, je l'espère pas pour nos familles, je l'espère pas pour mon pays, pour l'économie de la région de Casablanca ou du Maroc. Mais ce que je vous dis, c'est que allons chercher des pans de communication, des pans de collaboration avec ce tissu. On le sait qu'il est informel, on le sait qu'il est mal structuré, on le sait qu'il est minuscule et qu'il n'est pas dans les codes d'une CGEM ou les codes de patrons sortis d'HEC ou de Sciences Po ou de Polytechnique. Alors le temps avance, on va faire réagir Raja Ben Saoud, Adil Lamnini, parce qu'il y a un deuxième sujet qui va arriver dans quelques instants aussi. Raja Ben Saoud, c'est vrai qu'il y a ce plan de relance qui doit être connu, on l'espère, très rapidement. Est-ce que ça peut pas être l'occasion justement peut-être de faire une pierre de coups finalement, de structurer un peu mieux un réseau d'entreprises petites et moyennes, peut-être même celles issues du secteur informel, et de rehausser, d'avoir une stratégie claire envers la marque Maroc? Écoutez, moi je pense qu'on a besoin d'urgence d'une véritable stratégie PME au sein de l'État, avec un vrai accompagnement, avec des dispositifs lourds sur le moyen et long terme. Je vais citer 2 ou 3 exemples. États-Unis, chantre du libéralisme économique. Aux États-Unis, une partie substantielle des marchés publics est réservée aux PME nationales. Oui. Et il y a une loi qui date des années 30, que beaucoup de juristes connaissent, et qui s'appelle le Buy American Act, qui oblige les agences fédérales à s'approvisionner d'abord auprès des PME américaines. Il y a une institution qui s'appelle le Small Business Administration. C'est une agence fédérale très puissante qui a été créée spécialement dans les années 50, donc ça date, et qui est chargée exclusivement de soutenir les PME. Et grâce à cette agence, les PME américaines et les TPE, ils ont accès au marché public à hauteur de 30 à 40%. Au niveau de l'achat public. C'est un dispositif consistant, très avantageux, très lourd et surtout très pragmatique. Donc plus épais, plus consistant que la préférence nationale qu'on nous vante et qui n'est pas encore appliquée réellement. Oui, mais ça c'est du récit, c'est du discours, c'est de l'incantation. On est dans le storytelling et pas dans le story doing. Et donc ça peut inspirer là dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, sur la loi de finances 2021. On l'espère, parce que là, ça urge, comme a dit Adil, il y a péril dans la demeure. Il y a des entreprises qui tombent chaque semaine, et là, il faut être très très proactif pour éviter que la liste des entreprises qui partent, qui disparaissent, ne s'alourdisse. Adil Lamnini, une conclusion, mais très rapidement. Très rapidement. Donc le Buy Moroccan Act est une proposition qu'on a fait aujourd'hui il y a 6 ans. Aujourd'hui, le Buy Moroccan Act est une nécessité. Il faut absolument aller vers une agence unique de la promotion de la marque Maroc, une agence qui soit dissociée du pouvoir politique, qui ait une vision à minimum 20 ans. Oui. Il faut qu'on puisse allouer les moyens, et il faut qu'on mette au centre de cette stratégie, comme l'a fait l'Italie, comme l'a fait la Chine et comme l'a fait les États-Unis, la TPE-PME, parce que c'est l'ossature principale de la construction d'une économie. Et soyons patriotes, les amis, essayons d'aider nos frères et nos sœurs qui se battent tous les jours pour pouvoir s'en sortir. L'heure est grave. Soyons solidaires, encore une fois, on l'a prouvé, et c'est le moment, encore une fois, de marteler le discours et de dire que l'heure n'est pas au discours politicien ou politique, l'heure est à l'action. Sauvons ces gens, ils ont besoin de nous. Alors était-ce un autre sapin sorti du chapeau, la digitalisation des services administratifs? Quel premier bilan en faire 6 mois après le début de cette crise, qui était donc, pour certains, un élément moteur dans ce domaine-là? On en parle juste après la séance coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Raja Ben Saoud, un coup de gueule, un coup de cœur ce mercredi? Un coup de cœur, écoutez, j'ai visité avant-hier le site web de la
de la commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement. Oui. C'est une commission, à mon avis, qui fait preuve d'une ouverture, d'une transparence dans sa démarche. Elle donne vraiment l'exemple parce que là, on parle de l'open data, de l'open government, de l'administration ouverte, etc. Voilà un bon exemple, bien que ce ne soit pas une administration. Cette commission met sur son site tous les documents qu'elle reçoit, sans exception. Alors, vous pouvez y trouver des contributions de grands organismes, comme vous pouvez trouver des contributions de citoyens comme vous et moi, qui ont envoyé une page, 2 pages, dans lesquelles ils expriment un petit peu des idées ou des propositions par rapport à la mission de cette commission. Donc pour moi, c'est une démarche à saluer. Adil Lamnini, un coup de gueule, un coup de cœur ? Moi, j'aurais plus un coup de gueule. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la population de la ville d'Agadir, le secteur de l'agriculture dans la région d'Agadir est coupé de l'eau. Oui, bien sûr, on en parlait ce lundi dans le décodeur. Exactement, et je pense que c'est extrêmement grave. Au moment où on est en train de prôner justement la production agricole marocaine et les possibilités d'exportation de produits agricoles à l'étranger, je tenais à vous exprimer que j'étais malheureux de savoir qu'on était le pays qui exportait l'eau la moins chère du monde. On exporte des pastèques à 1 dirham alors qu'elles nous coûtent 500 litres d'eau. On est aujourd'hui à la merci de la pluie. On attend toujours cette station de dessalement d'eau qui devait démarrer début 2021, qu'on nous annonce mi-2021. Donc je pense que la saison agricole s'annonce sur de mauvais augures et j'espère que l'intervention divine va remédier à ça. Deuxième sujet ce matin dans les décodeurs atlantiques et nous parlons digitalisation des administrations. Le Covid-19 a-t-il vraiment été un accélérateur, Raja Ben Saoud? Quel premier bilan en faire aujourd'hui? C'est vrai qu'on voit que la DGI a annoncé récemment qu'elle poursuit sa stratégie de digitalisation avec des nouvelles fonctionnalités qui permettent de régler en ligne les droits de timbre, mais c'est aussi bien connu, la DGI est un peu l'exception en la matière dans le domaine de la digitalisation administrative. Est-ce qu'on a un bon bilan ou est-ce que, au contraire, on est resté encore très timide en matière de digitalisation des services administratifs? Vous l'avez dit, effectivement, la DGI est sans conteste aujourd'hui l'administration la plus active en matière de dématérialisation des procédures et de digitalisation. Elle est présente sur les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc., avec des vidéos de vulgarisation fiscale, des posts d'information. Bref, c'est un exemple de transformation numérique réussie d'une administration qui naguère était taxée de bureaucratie complexe, etc. Il faut dire qu'elle a mis les moyens. Et puis, il y a eu aussi une loi qui l'a obligée à notamment la télédéclaration. Donc, je dirais que c'est une administration aussi qui a mis de la pression de manière spontanée. C'était de l'autopression parce que quand vous avez une loi, vous êtes obligé d'y aller. Donc, vous n'avez pas besoin de convaincre les fonctionnaires parce que la résistance vient souvent de là. Mais quand vous leur dites écoutez, une loi, il y a un échéancier, un butoir, et donc les gens y vont. Certaines administrations ont réalisé aussi des progrès significatifs, il faut le dire, en matière de dématérialisation des services, la CNSS, l'OMPIC, d'autres aussi. Et les exemples sont nombreux, mais ce sont des initiatives qui ont été, à mon avis, menées en dehors d'une démarche concertée qui garantit la cohérence des approches, la mutualisation des moyens, parce qu'il n'y a pas un pilotage justement transversal de la dématérialisation des procédures des administrations dans leur ensemble. Donc bilan mi-figue, mi-raisin finalement. Alors pour l'histoire du Covid, je dirais que franchement on n'a pas l'impression, à part quelques administrations qui étaient sur le pont, qui étaient en front line, la santé, l'éducation, les finances pour la distribution des aides, etc. On n'a pas franchement le sentiment que les administrations aient mis à profit cette crise pour accélérer le chantier de la digitalisation. Moi, je retiens le certificat de mariage. Oui. C'est de l'humour, mais c'est vrai, quelque part, ça parle à beaucoup de monde. C'est vraiment un exploit, parce que si vous prenez l'Estonie, qui est vraiment le pays le plus digitalisé au monde. Il paraît, c'est un petit pays quand même, mais ils ont réussi. Les seuls actes qui font exception, qui ne sont pas digitalisés, c'est l'achat d'un bien immobilier et l'acte de mariage. Donc nous, on a fait mieux. Magnifique. J'ignorais ce détail. Bon, mais en tout cas, sinon, c'est vrai qu'on voit aussi des efforts
un peu critiqué, mais bon, par rapport à la CIN, l'obtention de la CIN, vous parliez de manque de clarté, de visibilité, de cohérence en matière de politique de digitalisation des services administratifs. Et est-ce qu'on peut espérer que cette crise Covid, sur le moyen terme, puisse permettre une certaine cohérence, peut-être au niveau de l'ADD ou d'autres structures ? Je pense que la crise est un élément qui va aider l'ADD à accélérer la cadence. D'ailleurs, dans l'une des interventions de Moulay Hafid Alami au Parlement pendant le mois d'avril, il a dit la crise du Covid nous a permis de gagner, je ne sais plus, il a cité 2 ou 3 ans au niveau du programme de digitalisation des administrations. C'est énorme, mais c'est malheureux qu'on soit obligé, sous la pression, sous la crise, d'aller vers la digitalisation compte tenu des avantages que ça peut procurer aux citoyens en termes de simplification des procédures, on lui simplifie la vie au quotidien parce que aujourd'hui, on le sait malheureusement, les citoyens en contact avec l'administration continuent à souffrir des lenteurs, des négligences, de la bureaucratie, le défaut d'information, le temps de l'attente, pour obtenir un document, et ça finit par les user physiquement et psychologiquement. Donc là, on a tout à gagner côté qualité de service aux citoyens. Et puis aussi, l'État a beaucoup à gagner à travers le chantier de la digitalisation. J'ai cité tout à l'heure l'Estonie. Est-ce que du point de vue budgétaire, on peut y gagner Voilà, bien sûr, énormément. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le cas de l'Estonie qui est cité dans tous les documents qui parlent de la digitalisation de l'administration, c'est un modèle international. Le gouvernement estonien, dans un des documents, a mentionné qu'ils ont gagné 2% du PIB par an depuis que la digitalisation a atteint 95%. Adil Lamini, 2% du PIB, ça fait rêver. L'enjeu, il est colossal. Justement. Allez-y, Adil Lamini. Voilà. Donc les 2 milliards de dollars effectivement font et aujourd'hui par rapport à rapporté à notre économie nationale. Mais je voulais juste dire que effectivement il y a énormément de choses positives qui ont été enregistrées au niveau du digital justement au courant de cette partie. De cette période du Covid. Mais ce qui est très important à souligner, c'est qu'aujourd'hui au Maroc, on n'est pas encore conscient du fait que c'est une transition qui est importante. Je vous cite juste le titre de notre ministre actuel, le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et numérique. Donc aujourd'hui, c'est une casquette parmi tant d'autres qui n'est pas aujourd'hui prise réellement à bras le corps. Je répète aujourd'hui qu'il y a un organisme qui est censé être régulateur, qui est l'ADD, l'Agence du digital, qui aujourd'hui, je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, tourne à plus de 53 milliards, donc 530 millions de dirhams par an, et qui, de par ses statuts, devrait avoir un rôle de fédérateur, mais qu'aujourd'hui concurrence justement les sociétés, les TPE-PME marocaines qui produisent la SSI Made in Morocco, qui sont, elles, pourvoyeuses de jobs, qui sont, elles, dans la recherche et développement, qui sont, elles, dans l'offshoring et qui permettent justement de drainer des devises vers notre pays. Je pense qu'il y a des choses extrêmement positives qui ont été réalisées, mais je pense aussi qu'il est temps que les organismes de régulation soient contrôlés de façon beaucoup plus stricte, avec des budgets beaucoup plus réalistes, et qu'au lieu que cet argent soit confié à des bureaucrates, qui soient injectés dans des TPE, PME. Aujourd'hui, nous avons besoin de crowdfunding, on a besoin de capital, on a besoin de confiance et on a surtout besoin de commandes publiques. Ouais, Raja Ben Saoud, on parle beaucoup du pacte Maroc Digital, la nouvelle stratégie digitale du Maroc. On peut imaginer que il y aura cette prise de conscience du côté du gouvernement. Il y a eu des consultations qui ont déjà démarré avec les différentes fédérations professionnelles. Est-ce que on va pouvoir permettre à des start-up, à des TPE, des PME, de avoir leur mot à dire, davantage de mots à dire dans cette construction d'une administration digitalisée? Oui, mais je voudrais juste, par rapport à ce que vient de dire Adil, je suis pas très d'accord pour dire que l'autorité de régulation doit céder la place ou céder ses attributions au privé, etc. Les deux sont importants pour moi. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que j'ai dit. Doit être forte. Doit être puissante. Puissante. À Digital Act, nous étions les premiers, à la veille de l'adoption de la loi sur l'ADD, nous étions les premiers à dire
cette loi est insuffisante parce qu'elle ne donne pas suffisamment d'outils à l'ADD. Elle ne lui donne pas suffisamment, son statut n'est pas suffisant. Il fallait la rattacher au moins au chef du gouvernement ou en faire une autorité indépendante et pas la caser au niveau d'un ministère. Bien sûr, on est bien d'accord. Ça réduit l'autorité alors qu'on est dans la régulation. Le Conseil de la concurrence, par exemple, qui a une autorité administrative indépendante, ne relève pas d'un ministère. Donc on aurait souhaité avoir un petit peu le même statut juridique pour cette autorité, pour lui donner un petit peu la possibilité de coordonner, de réguler, d'imposer des décisions, etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bon, il n'est pas trop tard. Mais il y a un point très important. Aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, mais justement, le fait d'être régulateur, d'être puissant de par des statuts clairs, de par la transversalité vis-à-vis de plusieurs ministères, permettrait par exemple de confier à des entreprises marocaines cette histoire d'identifiant unique pour les citoyens et pour les entreprises marocaines. Aujourd'hui, la CIN marocaine ou par exemple le registre national de la population sont des chantiers qui sont extrêmement importants et qui sont en train d'être confiés à des entreprises qui sont peut-être étrangères. Je ne me prononce pas dans ce sens, mais la préférence nationale doit aussi être au cœur de cet organe régulateur qui doit pouvoir, comme le spécifie le dernier amendement, donner la chance à des PME-PMI de pouvoir se positionner parce qu'elles sont compétentes, elles sont compétitives et elles sont marocaines. Raja Ben Saoud, vous restez confiante ou pas ? Oui, mais je dirais que c'est bien qu'on donne de la commande publique à des entreprises marocaines, je suis d'accord, mais en condition quand même qu'elles soient compétitives, parce que sinon ça revient aussi à désavantager le contribuable, parce que c'est de l'argent public qu'on donne aux entreprises. Vos décodeurs atlantiques, aujourd'hui c'était Raja Ben Saoud, enseignante et consultante en communication stratégique, cofondatrice du Digital Act. Merci Raja Ben Saoud, à bientôt. À bientôt. Adil Lamnini, merci également. Merci Landry. À bientôt, président de l'association professionnelle des marques marocaines. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne, c'est à 10h10. 10h, le point info en langue arabe avec Morad Baba. Excellente matinée à toutes et à tous sur Atlantique Radio.